Mesdames et messieurs, bonjour. On se retrouve dans cette édition de 15 heures du journal français. Voici les titres. Séminaire sur la diplomatie djiboutienne face aux institutions internationales et régionales qui s'est tenu à l'Institut des études diplomatiques. Pour les actualités régionales, au Soudan, un cessez-le-feu d'une semaine à partir de lundi. C'était les titres, mesdames et messieurs, le journal au complet à présent. Je vous disais dans les titres, l'Institut des études diplomatiques a abrité en cette journée de 21 mai 2023 un séminaire sur la diplomatie djiboutienne face aux institutions internationales et régionales organisé par l'IED en partenariat avec l'Union européenne à Djibouti et co-présidé par son Excellence M. Mohamed Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, en présence d'un représentant de l'Union européenne à Djibouti. Comme à l'accoutumée, le séminaire est ouvert par le directeur de l'Institut des études diplomatiques, M. Mohamed Abdelkader Moussa, qui, sans plus tarder, a prononcé un mot de bienvenue aux officiels et autres invités venus des différentes institutions et départements ministériels. Il s'agit, à travers ces séminaires, d'explorer le thème de la diplomatie avec une attention particulière au rôle que les petits pays peuvent avoir dans la diplomatie multilatérale, compte tenu des défis globaux et locaux qui caractérisent notre époque. Force est d'ajouter que le séminaire fournira des éléments théoriques sur le fonctionnement des institutions multilatérales comme les relations des Nations Unies dans un cadre de relations internationales. On écoute un extrait de l'intervention du directeur de l'Institut diplomatique de Djibouti. Ensuite, nous allons voir dans les prochaines éditions l'extrait de l'intervention du directeur de l'IID. On écoute à présent le ministre des Affaires étrangères, M. Mohamed Ali Youssouf. Nous sommes dans un monde qui est en train de changer très rapidement. La géopolitique internationale est en train de prendre une trajectoire que personne, pour l'instant, ne peut prédire. Il y a des changements importants qui sont en cours et qui vont arriver. Le multilatéralisme auquel nous sommes attachés, l'Union européenne, Djibouti, est mis à mal. Et je crois qu'aujourd'hui, les crises qui sévissent dans le monde, le fait que ces crises n'aient pas forcément de solution rapide, c'est en partie à cause de l'inefficacité, de la paralysie du système multilatéral. Et je pense en particulier au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais nous avons besoin du système multilatéral, nous avons besoin de cet espace qui a été créé après la Deuxième Guerre mondiale et qui a permis pendant plusieurs décennies de maintenir une certaine paix relative, une certaine stabilité à travers le monde. Mais aujourd'hui, les Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies a besoin d'être réformé. Et donc, ce système multilatéral fait défaut. Toutes les autres instances régionales et continentales dépendent du Conseil de sécurité des Nations Unies, puisque la paix et la stabilité, et le maintien de la paix et de la stabilité est la responsabilité première du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Union africaine, l'IGAD, par exemple, pour notre région, sont des organisations qui travaillent sur la base du principe de subsidiarité et font œuvre utile aussi, mais il est important de comprendre que le multilatéralisme aujourd'hui traverse une situation de crise profonde. Ça, c'est le premier élément qui me semble important. Lorsqu'on parle de nos pays, de notre diplomatie, lorsqu'on parle des outils que nous utilisons pour faire en sorte que la voix de Djibouti soit entendue, cette diplomatie tranquille dont vous parlez, que cette voix soit entendue, que nous puissions trouver notre chemin vers, je dirais, les intérêts de Djibouti, la protection et la promotion des intérêts partagés avec nos partenaires. Il est important d'avoir un ordre international apaisé. Il est important d'avoir un système multilatéral qui fonctionne. Il est très important aujourd'hui, je crois, de réfléchir ensemble au comment l'on pourra peut-être envisager un ordre international et un système qui soit rénové. Autre actualité de ce journal, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, et le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, M. Douali Saïd Mahamoud, ont signé ce matin un plan d'action de travail annuel de la scolarisation des enfants à besoins spéciaux
La rencontre s'est déroulée au siège du MENFOP, en présence du directeur général de l'administration et secrétaire général par intérim du MENFOP, M. Salah Alouane, ainsi que le chef de service, M. Idriss Moumin, et de nombreux du haut cadre du MENFOP et l'ANPH, ainsi que l'équipe technique du PTA, ont préparé cette rencontre. La signature d'un plan d'action de travail annuel visait à présenter les 5 grands axes de la stratégie nationale de scolarisation des enfants à besoins spéciaux, à savoir la sensibilisation et actions envisagées, organisées et réorganisées, la scolarisation, les conditions matérielles, le pôle handicap, les constructions d'établissements spécialisés, les transports, les besoins aux soins des santé favorisant la scolarisation aux enfants à besoins spéciaux et enfin un apport de données statistiques relatives au PH et du SESH particulièrement, d'autant qu'enfin les deux parties du MENFOP, le MENFOP et l'ANPH s'engagent de la mise en œuvre de la stratégie de l'éducation inclusive et de la qualité pour relever ensemble le défi de la scolarisation des enfants en situation de handicap. Ensuite, je vous emmène au nord ou à Tadjoura après la visite la semaine dernière. La ministre de la Ville et de l'Urbanisme et de l'Habitat, son Excellence Madame Amina Abdi Aden, poursuit ses missions de travail à Alisabié dans la journée du dimanche 21 2023, accompagnée de hauts responsables de son département. Au sud du pays, dans la ville Assadjoug, cette mission de travail fait suite à sa précédente mission dont l'objectif principal est le suivi, l'évolution de la situation urbaine et surtout de faire le point avec les autorités locales et déconcentrer les projets et autres études conformément aux orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. À son arrivée dans la ville Assadjoug, la ministre Mme Amina Abdi Aden et sa délégation ont été accueillis par le préfet de la région d'Ali-Sabié, M. Moussa Aden Migani, le président du conseil régional, M. Shalmark Hassan Alale, et les parlementaires de la région également. Comme il s'était engagé lors de sa précédente mission de travail, la ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, son Excellence Mme Amina Abdi Aden, a également procédé à l'inauguration et l'installation d'une antenne déconcentrée des services de son département pour les régions du Sud, à savoir l'Ali-Sabié, Dikil, y compris l'affectation des moyens humains et techniques nécessaires. Toujours au sud du pays, dans la journée du samedi 20 mai 2023, sous l'égide du ministre de la Jeunesse et de la Culture, a eu lieu à Dikil-Ville, éponyme ville de l'unité, la cérémonie de pose-pierre d'un nouveau CDC. À son arrivée sur les lieux, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, le docteur Hibo Moumin Assowe, et son collègue, le ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Kassim Haroun Ali, ont été chaleureusement accueillis par les hautes autorités de la région, à savoir le préfet Aden Darar Moussa et le président du conseil régional, M. Mahd Hussein Ahmed. La cérémonie haute en couleur a vu la présence aussi des autorités civiles et militaires de la région, ainsi que les participants des conseils techniques au cadre des deux ministères, le MJC et le MDCD. Dans leur intervention, les hauts responsables de la région se sont à tour de rôle déclarés réjouis de cette pose-pierre pour l'édification d'un nouveau CDC à Dikil qui s'attendait avec impatience. Ces derniers ont vivement affiché les enthousiasmes de bénéficier d'une nouvelle infrastructure alliant technologie, économie, énergétique et développement culturel avec des espaces verts, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités aux communautés et jeunes du chef-lieu de la région de l'unité. Toujours dans la ville Okar, le conseil régional a abrité ce matin le coup d'envoi de la Semaine nationale de l'unité, organisée par le conseil régional en étroite collaboration avec la préfecture d'Edikil. Un événement tant attendu par les Dikilois et présidé par le préfet, M. Aden Darar Moussa, et le président du conseil régional, M. Mahd Hussein Ahmed, le vice-président du conseil régional, M. Ibrahim. Outre les hauts responsables, cet événement de grande envergure a aussi vu la participation des responsables coutumiers et des sages de la région venus de toutes les sous-préfectures de la région d'Edikil. Cet événement national sera l'occasion pour convier les régions de l'intérieur ainsi
ainsi que les 3 communes de la ville de Djibouti a fait que la semaine nationale soit une réussite totale. Notre pays se singularise par une croissance économique soutenue, une spectaculaire transformation de la ville. Ces dernières années ont assisté à une recrudescence des promoteurs immobiliers très actifs dans le secteur de la construction des logements. Ils sont innombrables, mais nous nous focaliserons que dans ceux qui fournissent davantage en quantité et en qualité, ce qui nous amène à nous diriger vers la société Al-Hamdani. Dès son installation au pays, le groupe Al-Hamdani s'est lancé à la construction d'un projet résidentiel et c'est un rythme soutenu que le groupe Hamdani a mis en œuvre le premier projet dans le quartier de PK12, à savoir le projet Rewabi Djibouti, composé de 2 phases qui a vu la construction au total de 167 villas duplex, 7 immeubles et 42 appartements avec les locaux commerciaux. Ce projet résidentiel inclut également des espaces de loisirs et des lieux de culte, notamment des mosquées. La nouveauté en ce dimanche 21 mai, le groupe Al-Hamdani lance sa 3e phase de la cité Rewabi de PK12. Il est prévu la construction de 80 villas de F6, chacune bâtie sur 224 mètres carrés et 300 mètres carrés. Nous avons pu voir ce matin lors d'un reportage les fondations et les socles dont ces villas vont être construites. L'ingénieur en chef du projet a dans une interview indiqué que le groupe Hamdani s'illustre avec de nouveaux matériaux de construction dans ce projet, notamment avec des briques capables de retenir le froid. Monsieur Monawar Nazih Al-Adimi précise que les matériaux qui vont être bâtis avec ces villas défient les lois de temps et ces maisons peuvent avoir une durée de résistance de plus de 70 ans. SOS Village Enfants Djibouti a organisé une cérémonie de fin d'année scolaire à l'école maternelle Herman de Tadjoura. La cérémonie se déroulait en présence des personnalités très respectées de la région, notamment le sultan Ali Habib et M. Ali de l'école islamique de Tadjoura, ainsi que des représentants du ministère de l'Éducation et de la Santé. Ensuite, le directeur des programmes a pris la parole pour remercier toutes les personnes présentes et a expliqué comment SOS Village d'enfants aide les enfants à Djibouti par le biais de ces différents programmes tels que les initiatives en matière d'éducation, le renforcement des familles et l'autonomisation des jeunes. Un parent dont l'enfant a été scolarisé à cet établissement a également expliqué qu'il ne regrettait jamais sa décision, mettant l'accent sur la qualité de l'enseignement dispensé par SOS Village. Des danses traditionnelles ont ensuite été présidées par certains élèves suivis des pièces de théâtre. Et enfin, tous les enfants ont reçu des cadeaux avant de faire une photo du groupe, marquant ainsi le succès de cette journée riche en événements. Cette année, les jeunes de l'Académie djiboutienne ont bénéficié du soutien des supporters djiboutiens présents en France. Des membres de la diaspora se sont déplacés dans toute la France pour soutenir les jeunes de l'Académie de la garde républicaine et qui compètent en France, qui participent pour la 13e fois au tournoi international des académies de football. Et en réaction, M. Mohamed Aileh, diaspora djiboutienne, ayant fait le déplacement depuis Nantes, s'est dit fier de soutenir les jeunes prodiges qui ont fait le voyage pour hisser notre drapeau. Depuis plus de 20 ans. Marka aad baan ugu riyaaqay. Pour les actualités internationales, les représentants de l'armée soudanaise dirigée par Abdel Fattah al-Burhan et des paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo ont accepté un cessez-le-feu d'une semaine à partir de lundi, ont annoncé samedi dans un communiqué conjoint les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Cette trêve pourrait être prolongée avec l'accord des deux parties, a relevé ce communiqué diffusé par le département d'État américain samedi soir. Selon lui, les deux parties ont convenu de faciliter la livraison, la distribution de l'aide humanitaire, de rétablir les services essentiels et de réitérer les troupes des hôpitaux et des infrastructures publiques essentielles. L'annonce intervient dans 2 semaines après que des représentants des deux généraux en conflit se sont rencontrés pour la première fois à Jeddah, en Arabie Saoudite, afin de négocier. Depuis le 15 avril, les combats ont fait près d'1 millier de morts et plus d'1 million de déplacés et de réfugiés.
C'est la fin de ce journal de 15 heures, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.